Sous l'élégance du Belladonna Club, quelque chose de sinistre se trame. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. Participez à l'intrigue, laissez un commentaire et dites-moi où vous êtes. Votre témoignage rend ces mystères encore plus spéciaux. Plongeons-nous dans le vif du sujet. C'était un jeudi de la fin mai que le Belladonna Club organisait son déjeuner de printemps annuel, une affaire distinguée autant sur les apparences que sur les soufflets aux asperges et les bagatelles à la rhubarbe. Niché à la lisière du village de Marbury-on-the-Hill, un endroit si charmant qu'on aurait pu le sortir directement d'une aquarelle, ce manoir recouvert de lierre transformé en club servait de cœur social aux villageois les plus raffinés. Pas de racailles, pas de chichi et absolument pas de scandale. Jusqu'à maintenant. Dehors, les pelouses scintillaient d'un calme trompeur, les renoncules hochant la tête au vent comme des vieilles dames dans une église. La glycine pendait en fleurs paresseuses au-dessus de la balustrade de la terrasse, son parfum si épais qu'il rendait légèrement somnolent. En dessous, une longue table en lin blanc était garnie de porcelaine tendre, de délicates fourchettes en argent et de minuscules plats à sel en cristal. Des dames portant des chapeaux à large bord et des gants pastels sirotèrent du cordial aux fleurs de sureau et échangèrent des potins polis qui tournèrent parfois vers le venin. Miss Marple n'avait pas l'intention d'y assister. « Je ne devrais vraiment pas y aller, ma chérie », avait-elle dit à sa femme de chambre chérie ce matin-là. « Je n'ai jamais eu beaucoup de patience pour les affaires du club depuis l'incident des noix marinées. » Mais Cherry, toujours pragmatique et aimant les événements sociaux indirects, l'avait convaincue du contraire. « Vous regretterez de ne pas y être allé, Miss Marple. Ces gens-là préparent toujours quelque chose. Le déjeuner de l'année dernière s'est terminé par une dispute à propos du concours de tricot. C'est pourquoi Miss Marple était maintenant assise, observant tranquillement depuis sa place au fond de la table, sirotant son thé et écoutant avec une sorte de vague habituée. Ses yeux, pâles et perçants comme de l'eau froide, captaient chaque nuance. Lady Agnès Barrington présidait, bien sûr, grande, royale et terrifiante dans un 2 pièces lilas. Elle dirigeait le Belladonna Club, avec une voix douce et un éventail de fer. À côté d'elle était assise la nouvelle membre du club, Miss Ivy Longridge, une ancienne chanteuse d'opéra de Londres, au rire comme du verre brisé et au talent dramatique. En face d'elle se trouvait Edith Colville, la fille veuve du chef de gare, et à côté d'elle, la calme Madame Aldersley, qui parlait rarement à moins d'être pressée. « Je pense, » disait Ivy, « que le club aurait besoin de quelque chose de plus excitant, peut-être une mascarade, quelque chose de décadent. » Elle arqua un sourcil dessiné vers la table, comme pour défier quiconque de s'y opposer. L'éventail de Lady Agnès s'est arrêté au milieu du film. « Une mascarade ? Ma chère Miss Longridge, ce n'est pas Vienne. » « Eh bien, pourquoi pas ? Nous ne sommes pas morts, n'est-ce pas ?» Edith Colville toussa délicatement dans sa serviette. Madame Aldersley eut un léger sourire. Miss Marple attrapa un biscuit. Avant qu'une autre réfutation puisse être faite, le majordome du club, un homme raide nommé Crick, sortit de la maison avec une note pliée sur un plateau en argent. Lady Agnès le prit, son expression illisible. Ses doigts hésitaient alors qu'elle dépliait l'épais vélin, et pendant un instant, l'air parut s'immobiliser. La glycine cessa de se balancer, les renoncules cessèrent de hocher la tête. « Excusez-moi, » dit Lady Agnès, la voix coupée. « Je reviendrai dans un instant. » Elle se leva et quitta la table, ses talons claquant de manière décisive sur les dalles alors qu'elle disparaissait dans l'ombre des portes-fenêtres. Un silence suivit, fragile et incertain. « Bizarre, » murmura Ivy, mais personne n'osa spéculer à voix haute. Les yeux de Miss Marple s'attardèrent sur la porte puis sur Crick, qui se tenait comme une statue près de la haie. Exactement 6 minutes plus tard, un bruit brisa l'air. Un accident. Suivi d'un cri, Miss Marple se levait déjà, sa canne oubliée. Plusieurs femmes restèrent figées, d'autres commencèrent à crier.
Dame Agnès? Quelqu'un va chercher le docteur Penrose. Crick était devenu pâle. Il se tourna et se précipita vers la maison tandis qu'Ivy Langridge laissait tomber son cordial et serrait le bras d'Edith. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Miss Marple ne répondit pas. Elle bougeait déjà. Lentement mais fermement, elle franchit les portes-fenêtres et pénétra dans la pénombre fraîche du salon, où elle découvrit un tableau qui allait bientôt remuer tout Marbury-on-the-Hill. Lady Agnes Barrington gisait, effondrée sur le tapis d'Aubusson, sa veste lilas maladroitement retroussée sur une épaule. Ses yeux écarquillés fixaient d'un air vitreux le lustre au-dessus. Un vase brisé gisait près de son coude, et dans sa main se trouvait le billet froissé qu'elle avait pris sur le plateau. Miss Marple se pencha doucement sur elle, puis se leva. « Elle est morte, » dit-elle doucement, complètement disparue. À ce moment-là, les autres s'étaient rassemblés derrière elle. Ivy Langridge haletant comme si elle était en plein spectacle à Covent Garden. « Morte? Mais comment? Elle était juste nous parle. » Le docteur Penrose est arrivé 10 minutes plus tard, convoqué de son cabinet. C'était un homme soigné, avec une moustache fastidieuse et un penchant malheureux pour l'exactitude. Un arrêt. Cardiaque, très probablement, a-t-il déclaré après un examen rapide. Elle avait des antécédents familiaux, si je me souviens bien. Miss Marple, qui se souvenait d'une remarque désinvolte faite il y a 2 ans par Lady Agnès à propos d'une bonne santé et de l'absence de bêtises dans ma lignée, n'a rien dit. Mais son regard se tourna de nouveau vers la note que tenait la défunte femme. Il était désormais ouvert, révélant son contenu à quiconque voulait le regarder. Quelqu'un avait écrit avec une écriture délicate à l'encre « Vous savez ce que vous avez fait. Vous le paierez plus tôt que vous ne le pensez. » Un silence collectif se répandit dans le salon. Ivy Langridge poussa un petit cri théâtral, mais même elle parut secouée. Le docteur Penrose fronça les sourcils. « Cela ressemble à une farce, ou à une blague cruelle, ou un avertissement, » dit Miss Marple presque pour elle-même. Personne n'a répondu. Dehors, une colombe roucoulait dans la lavande. Le soleil a continué à briller. Mais quelque chose avait changé à Marbury-on-the-Hill. Le Belladonna Club, qui devait son nom à une belle fleur venimeuse, portait bien son nom. Et Miss Marple, qui avait vu trop de villages tranquilles, ouverts par des secrets, savait que ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas un hasard. Elle l'a vu dans les mains serrées, les regards nerveux, le silence coupable qui s'étendait comme du givre. Elle se redressa, épousseta un pétale de sa manche et se tourna vers la pièce. « Il y aura plus à faire, je pense, » dit-elle doucement. Le lendemain matin, la nouvelle s'était glissée dans les ruelles et les haies de Marbury-on-the-Hill, comme du lierre rampant à travers une fissure dans une vieille pierre. Lady Agnès Barrington, présidente du Belladonna Club, ancienne débutante réputée et ardente défenseur de peu la bonne façon de faire les choses, était morte. Pire encore, il ne s'agissait pas, comme certains l'avaient espéré hâtivement, d'un simple effondrement du cœur, provoqué par l'excitation ou la chaleur. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre, car dans sa main, comme plusieurs témoins l'avaient déjà confirmé, se trouvait une note. Et dans un village où rien ne passait vraiment inaperçu, cela revenait à annoncer que le meurtre était de retour à Marbury-on-the-Hill. Miss Marple, après avoir passé la soirée avec une tasse de thé tranquille et son tricot sur la table d'appoint, avait mal dormi. Pas par peur, mais par contemplation. Cette note la troubla. Les gens, en particulier les femmes de la génération de Lady Agnès, retenaient rarement de vagues menaces, à moins d'avoir des raisons de les croire. Et Lady Agnès avait eu l'air effrayé. Pas seulement surpris, effrayé. À 8 heures, la High Street était déjà animée. La vitrine du boulanger exposait ses habituels pains aux graines, et la cloche au-dessus de la porte de la poste sonnait avec une joie persistante. Mais derrière chaque échange de pièces de monnaie et chaque « bonjour » poli, couvait une tension faible et frémissante. Chez Hargreaves & Son Butcher, 2 femmes se penchaient sur des plateaux de côtelettes d'agneau luisantes pour chuchoter avec urgence. «
Eh bien, j'ai entendu dire que c'était du poison, a déclaré Madame Trudy Snipe, la veuve la plus infatigable et la collectionneuse de malheurs de Marbury. Poison? Oh, arrête, Trudy, dit Madame Finch, l'épouse du vicaire, en ajustant son écharpe. Il n'y a pas eu d'autopsie et le docteur Penrose a dit que c'était le cœur. Trudy plissa les yeux et baissa la voix. Vous n'avez pas vu la note. Ivy Langridge l'a vue. Elle a dit qu'elle semblait très délibérée. Menaçant. De quel genre de farce s'agit-il? Le boucher, qui coupait des saucisses avec une indifférence remarquable, leva les yeux. Vous me demandez, quelqu'un voulait que la vieille fille disparaisse. Et si elle était empoisonnée, eh bien, cela prendrait des jours pour le prouver. À cela, les deux femmes haletèrent, bruyamment, et plusieurs saucisses furent momentanément oubliées. Pendant ce temps, au salon de thé de l'autre côté de la place, une conversation similaire se déroulait avec moins de véhémence, mais avec autant de curiosité. Monsieur Henry Lathrop, le magistrat à la retraite, était assis avec sa femme, Mathilda, et sirotait son faible Darjeeling d'un air pensif. « Elle avait des ennemis, dit-il enfin. Mathilda fronça les sourcils au-dessus de sa tasse de thé. « Agnès, ne soyez pas stupide. Elle a tout présidé. La fête, le fond de la bibliothèque, la rotation des fleurs, les gens la respectaient. Henri renifla. Respecter, oui. Aimer, non. Il y a une différence, Mathilda. Ne confondez pas obéissance et affection. En vérité, Lady Agnès avait gouverné avec une telle exactitude que très peu avaient osé la contrarier. Et ceux qui l'avaient fait, eh bien, ils avaient soit quitté le club, soit le village. Au bureau de poste, Edith Colville se tenait, derrière le comptoir alors qu'un lent flot de clients entrait avec une fréquence suspecte. Beaucoup d'entre eux oubliant complètement les timbres ou les colis pour juste jeter un coup d'œil. Elle répondit avec politesse, mais elle ressentit une légère raideur ce matin-là. Lorsque Miss Marple entra peu après 10 heures, les yeux d'Edith clignotèrent. « Mademoiselle Marple, dit-elle. Quelle matinée, hein? On dirait que nous sommes tous encore hébétés. »« En effet, répondit Miss Marple en regardant une exposition de cartes postales sur papier glacé, montrant le clocher de l'église et une représentation plutôt inexacte et ensoleillée de Marbury Green. J'imagine que la pauvre Lady Agnès n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Edith s'éclaircit la gorge. C'est vraiment horrible. Je n'ai jamais aimé ce message. Je me sentais comme quelque chose d'horrible sorti d'un sou. Ivy me l'a montré après le déjeuner. Elle semblait assez secouée. Miss Marple ramassa distraitement une carte postale. Et pourtant, elle n'a rien dit lorsque Lady Agnès a quitté la table. Curieux. La bouche d'Edith se contracta. Peut-être qu'elle ne pensait pas que c'était sérieux. Miss Marple se tourna, ses yeux gentils mais pénétrants. Vous connaissiez très bien Lady Agnès, n'est-ce pas? Je me souviens de vous avoir vu lui remettre des papiers plus d'une fois par semaine. Eh bien, elle avait toutes sortes de correspondances, comités, dons, ce genre de choses. Edith hésita. Elle pourrait être particulière à propos de ses lettres. Miss Marple sourit faiblement. Oui, et les femmes prudentes sauvegardent souvent les choses qui comptent. On se demande si elle en a gardé d'autres comme cette note. Si Edith avait une réponse à cela, elle ne l'a pas proposée. Au lieu de cela, elle s'affaira derrière le comptoir, et Miss Marple fit ses achats et partit. De retour dans le jardin de sa propre maison, avec le parfum de lavande s'élevant doucement dans l'air, Miss Marple s'assit sous son parasol et commença à faire quelques listes tranquilles. Pas sur le papier, mais dans sa tête. Pendant des années, elle avait observé les gens, observant comment la peur s'infiltrait dans les doigts, comment la culpabilité s'accrochait au coin des bouches, comment l'amour se déguisait en rage et le chagrin en indifférence. Il y avait des modèles, si seulement on regardait. Et déjà des schémas se formaient. Lady Agnès avait reçu une note menaçante. Elle avait quitté le déjeuner, visiblement bouleversée. Quelques minutes plus tard, elle était morte. Le médecin a prétendu que c'était naturel.
Mais quelque chose dans la formulation de la note, tu sais ce que tu as fait, n'était pas le langage d'un farceur. Cela avait le ton indubitable de trahison personnelle. À midi, l'inspecteur Caldwell était arrivé de la ville voisine de Hallam. Homme corpulent à la voix lente et aux chaussures qui grinçaient faiblement sur les sols cirés, il commença ses recherches au Belladonna Club. Les membres, encore visiblement secoués, ont été convoqués pour faire des déclarations. Ivy. Langridge arriva la première, comme si elle répétait ses expressions devant le miroir. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblaient. « C'était juste affreux, inspecteur, dit-elle. Elle a lu la note et est devenue pâle, absolument pâle, et elle ne s'est même pas excusée correctement. Je viens de partir. Je l'ai suivie une minute plus tard et, eh bien, vous connaissez la suite. Vous avez suivi, te demanda l'inspecteur. Avez-vous vu quelqu'un d'autre dans le salon avant le cri? Non, c'est personne que j'ai reconnu. Je veux dire, Lady Agnès était juste là, par terre. Le mot était dans sa main, toujours serré, comme s'il signifiait quelque chose d'horrible. Il a griffonné. Aviez-vous déjà vu la note? Auparavant, elle hésita. Non, même si j'ai vu l'enveloppe. Pleine, pas de sceau. Aucune écriture manuscrite que j'ai reconnue. Et les autres? Les autres étaient encore à table. Ils parlèrent de rhubarbe. Ivy fut suivie par Madame Aldersley, dont le chagrin silencieux était ponctué de longs silences et de mains tordues. Elle n'était pas très appréciée, admit-elle doucement. Pas de manière méchante, juste, elle avait toujours quelque chose au-dessus de tout le monde. Elle savait des choses, elle les tenait proches. Comment les avez-vous tenus près? Madame. Aldersley leva les yeux avec des yeux fatigués. Des lettres, des journaux. Elle disait que les gens avaient besoin de contrôle, de rester polis. L'inspecteur cligna des yeux. Alors elle gardait des secrets? Pas de secrets. Effet de levier. Miss Marple, qui était assise discrètement au bord de la pelouse, alors que les entretiens se poursuivaient, ne dit rien. Mais son tricot s'est arrêté, c'était encore là. Ce mot. Effet de levier. Cela expliquait beaucoup de choses. À la fin de la journée, le village bouillonnait de spéculations. Les théories volaient dans les tasses de thé et, par-dessus les haies, que Lady Agnès avait fait chanter quelqu'un, que le billet avait été laissé anonymement dans le plateau d'argenterie, que Crick, le majordome, était devenu inhabituellement pâle et silencieux. Mais seule Miss Marple, qui regardait depuis la fenêtre de son salon, remarqua le détail que personne d'autre ne semblait remettre en question. Pourquoi Lady Agnès était-elle entrée seule dans le salon? Et plus important encore, qui aurait cru qu'elle le ferait? L'enquête sur la mort de Lady Agnes Barrington était prévue pour le mardi suivant. Mais déjà l'atmosphère à Marbury-on-the-Hill était passée du deuil choqué à des spéculations feutrées. Miss Marple, pour sa part, ne se mêlait pas aux spéculations publiques, même si elle en entendait beaucoup parler par sa femme de chambre chérie, qui répétait les ragots du village au rythme enthousiaste d'un métronome. Madame Willerton dit que Lady Agnès était sur le point de déshériter son neveu. Ivy Langridge dit que quelqu'un a essayé de voler le livre des procès-verbaux du club le mois dernier, et j'ai entendu dire chez l'épicier que le majordome se comportait bizarrement en mettant du vinaigre dans le sucrier et tout. Miss Marple, assise comme toujours avec sa broderie ou son thé, répondit doucement. « Les gens agissent rarement de façon bizarre, sans raison, chérie. Mais le vinaigre dans le sucrier suggère la distraction plutôt que la culpabilité. » Samedi matin, Miss Marple a reçu un appel de l'inspecteur Caldwell. C'était un homme qui, bien que souvent sceptique quant à l'implication civile, y avait appris au fil du temps que l'aide de Miss Marple, même si elle n'avait jamais été offerte avec force, valait son pesant dans les dossiers de Scotland Yard. « Miss Marple, dit-il en s'éclaircissant la gorge à l'autre bout, à du fil, je me demande si je pourrais vous convaincre de me rejoindre au Belladonna Club cet après-midi. Il y a des aspects de l'affaire qui méritent un œil plus doux que le mien. Je serais ravi, dit simplement Miss Marple. À son arrivée,
Le temps était devenu maussade, faisant tomber des pétales de glycine comme des confettis sur la terrasse du club. À l'intérieur, le salon où Lady Agnès était décédée avait été remis en ordre, voire en paix. Les meubles brillaient, le tapis avait été remplacé, et l'odeur de l'huile de citron persistait dans l'air. Mais l'ombre de cette mort subite ne s'était pas dissipée. L'inspecteur Caldwell se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Sur une table d'appoint se trouvait la note qui avait été trouvée dans la main de Lady Agnès, maintenant soigneusement placée dans une pochette protectrice. « C'est toujours aussi curieux, » dit-il en l'offrant à Miss Marple. Elle relut les mots désormais familiers. « Vous savez ce que vous avez fait. Vous le paierez plus tôt que vous ne le pensez. » « Encre ordinaire, papier ordinaire, » a poursuivi l'inspecteur. « Pas de signature, pas d'empreinte digitale. Il a été plié une fois, scellé avec une goutte de colle, déposé dans le plateau en argent avec l'autre correspondance. » Miss Marple jeta un coup d'œil vers la petite table près de l'entrée. « Et ce plateau a-t-il été laissé sans surveillance à un moment donné avant le déjeuner ?» Caldwell hocha la tête. Crick, le majordome, dit qu'il était là 1 heure avant l'arrivée des invités. Il s'est éloigné pour préparer la salle à manger. Cela aurait pu être n'importe qui. « Ah, » dit Miss Marple, « mais seuls quelques-uns. » Shoreham sut que Lady Agnès lisait toujours son message dès qu'il lui était remis. Elle ne laissait jamais rien rester. Une habitude. « Tu penses que la note était destinée à l'effrayer? Pas pour la tuer? » « Je pense, » a déclaré Miss Marple, « que celui qui l'a laissée s'attendait à ce que cela ait un effet. Mais qu'il s'attende à un effet fatal est une toute autre affaire. » Caldwell s'est gratté la mâchoire. Mais pourquoi ne pas le livrer? Anonymement chez elle, la veille au soir, pourquoi devant un public? Les yeux de Miss Marple brillèrent. Ah, mais c'est justement ça, n'est-ce pas? Livrez-le à la maison et elle pourrait cacher sa réaction. Livrez-le publiquement, parmi les gens qui la connaissent, et elle est exposée. La réaction devient le message. L'inspecteur soupira. « Subtil et dangereux. » Miss Marple fit un petit signe de tête. « Assez. » Ils tournèrent leur attention vers Crick, le majordome, à qui on avait demandé de les rejoindre. Il entra avec sa solennité habituelle, son uniforme gris si parfaitement repassé qu'il aurait pu être peint. « Monsieur Crick, » dit doucement Miss Marple, « je me demande si vous auriez la gentillesse de décrire à nouveau comment le courrier a été collecté et livré. » Crick cligna des yeux. « Bien sûr, madame. Comme d'habitude, le courrier du jour arrive peu avant 10 heures. Je dépose toute correspondance destinée au Belladonna Club dans le plateau d'argent du salon. Je me retire ensuite pour préparer le déjeuner. Lady Agnès inspecte le plateau une fois les invités assis entre le cordial et l'entrée. Personne d'autre ne s'occupe du plateau? Pas généralement, madame. Bien qu'à l'occasion, madame Aldersley ait ajouté des invitations ou des notes personnelles pour des affaires de club. Et l'a-t-elle fait ce jour-là? Oui, je crois qu'elle l'a fait. Une enveloppe lavande, je pense. Miss Marple en fit une note mentale. La lavande était la couleur préférée de Lady Agnès. Alors que Crick partait, l'inspecteur Caldwell se frotta les tempes. Le plateau était donc accessible. Nous n'avons aucune correspondance manuscrite pour la note, et tout le monde clame. Son ignorance. Sauf qu'il y a autre chose. Il se dirigea vers le buffet et ouvrit un tiroir peu profond. De l'intérieur, il a sorti un petit journal. Relié en cuir marron craquelé, il était sans étiquette et sans fioriture. Cela a été trouvé dans le bureau de Lady Agnès. Tiroir verrouillé, clé en laiton toujours dans la serrure. Il le tendit à Miss Marple, qui ouvrit la première page avec soin. À l'intérieur se trouvèrent des listes. Non. Des expressions occasionnelles comme « 40 sarraux empruntés, jamais restitués »,« liaison de cousins, connu du vicaire » et « Langridge, contrat, chantage ». Page après page, cela se lisait comme un enregistrement de transgression privée. « Mon Dieu !» murmura Miss Marple. Elle tenait un registre de ses méfaits. On dirait, et c'est assez détaillé. Regardez ici, Colville, timbre, soupçon de fraude de 1947. C'est Edith Colville. Elle travaille à la poste. Les doigts de Miss Marple se posèrent sur le nom de Langridge.
Elle pensa aux allaitements théâtraux et aux expressions parfaitement synchronisées d'Ivy. Elle avait de l'influence, d'accord, marmonna Caldwell. Chantage? Non, dit doucement Miss Marple. Je ne crois pas que Lady Agnès était du genre à demander de l'argent. Non, elle préférait le contrôle. La connaissance maintenait les autres sous contrôle. Et quelqu'un était mécontent de ça, ou craignait ce qui pourrait être révélé. Plus, tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite à Madame Aldersley, qui vivait dans un modeste cottage avec des fenêtres à rideaux de dentelle et un jardin de violettes bien rangé. La femme a ouvert la porte pâle et tiré, son calme habituel troublé. « Je t'attendais, » dit-elle simplement. Ils étaient assis dans le salon, le thé entre eux. Miss Marple attendit pendant que Madame Aldersley remuait sa tasse bien trop longtemps. « Elle a gardé des choses, » dit enfin la femme. « J'ai tout écrit. Je lui ai dit une fois en plaisantant qu'elle devrait tout brûler avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Saviez-vous qu'elle tenait ce petit journal? Je m'en doutais. Nous le connaissions tous. Elle se souvenait de tout, de ce qu'un tel avait porté lors du souper des récoltes en 1953, qui se disputait à quelle réunion du comité. Et elle faisait allusion, vous savez, juste assez pour déstabiliser, mais jamais plus. Est-ce que c'était suffisant pour que quelqu'un veuille qu'elle parte? Madame Aldersley regarda son thé. Certaines personnes pensaient qu'elle protégeait le village. Elle nous empêchait de nous ridiculiser. D'autres pensaient qu'elle appréciait ça, avoir une sorte de pouvoir. Miss Marple se pencha doucement en avant. « Et toi, ma chérie? Je pense qu'elle était seule. Et la solitude, associée à la fierté, peut devenir cruelle. » Alors que Miss Marple partait, le vent se leva de nouveau, dispersant des feuilles mortes sur le chemin. Elle resta un moment sur la route, regardant vers la flèche de St. Mildred et la verdure au-delà. Sous la paix de Marbury-on-the-Hill, quelque chose bougeait. Un secret avait été enfoui, mais maintenant, comme des racines sous les dalles, elle commençait à percer. Le lendemain matin, les cloches de l'église sonnèrent un peu plus solennellement, comme si Sainte Mildred elle-même avait incliné la tête devant la mémoire de Lady Agnès. Des brassards noirs étaient déportés, des regards étaient échangés, et le banc de devant, où Lady Agnès était assise depuis des décennies, le dos droit et ses yeux scrutant la congrégation avec une bienveillance détachée, restait visiblement vide. Mais le chagrin fut rapidement écarté par quelque chose de bien plus convaincant, la suspicion. Désormais, tout le monde à Marbury-on-the-Hill avait entendu dire que Lady Agnès tenait une sorte de grand livre, un catalogue manuscrit de secrets, de scandales et d'échecs personnels, découverts après sa mort dans le tiroir verrouillé de son bureau. C'était, comme M. Latrobe l'avait dit à sa femme ce matin-là, un véritable Armageddon moral en cursive. Miss Marple, assise 3 rangées derrière les Latropes au service du matin, écoutait avec un détachement poli. Elle savait, bien sûr, que la plupart de ce qui passait pour un scandale de village n'était guère plus qu'une folie de jeunesse ou une lettre occasionnelle irréfléchie. Mais dans un endroit aussi étroitement lié que Marbury, même une vieille carte postale pourrait ébranler les réputations. Lundi, l'inspecteur Caldwell avait concentré son regard sur 2 individus qui figuraient tous deux dans le grand livre de Lady Agnès avec des inscriptions qui pourraient, sous un mauvais jour, les ruiner. La première était Miss Ivy Langridge, dont l'entrée disait « Langridge, contrat, chantage ». La seconde, Colville Timbre, soupçon de fraude de 1947. Caldwell les convoqua un par un à son poste temporaire au salon du Belladonna Club, qui avait désormais pris l'apparence d'une salle d'interrogatoire. Miss Marple, par invitation polie plutôt que par nécessité, s'assit tranquillement dans un coin, semblant absorbée par un livre sur les plantes des haies anglaises. Ivy Langridge arriva dans un tourbillon de parfums et d'écharpes en soie, ses mouvements trop précis pour être spontanés. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie, » dit-elle en s'abaissant sur le canapé capitonné, comme si elle pouvait être photographiée en train de le faire.
L'inspecteur hocha la tête. Sans engagement. Mademoiselle Langridge, vous avez été l'une des dernières personnes à parler à Lady Agnès. Vous l'avez vue lire la note. Vous avez vu sa réaction. Ivy ajusta ses gants. Oui, elle avait l'air secouée, alarmée, vraiment. Elle n'a même pas fini son sirop de fleurs de sureau. Et tu l'as suivie dans la maison. Eh bien, pas tout de suite. J'ai remarqué qu'elle partait sans dire un mot et je suis devenu curieux. Mais quand j'ai atteint le salon, il était trop tard. L'inspecteur Caldwell l'a étudié. Saviez-vous pour le journal? Sa bouche se serra légèrement. Journal? Tu veux dire le petit livre marron? Oui, j'en ai entendu parler. On disait qu'elle prenait des notes sur nous tous. Honnêtement, je trouvais ça plutôt mesquin. Comme si elle se prenait pour la gardienne de l'ordre moral. Et ton nom y figurait. Le sourire d'Ivy s'effaça. Je le pensais. Lady Agnès ne m'aimait pas. Et pourquoi penses-tu que c'était le cas? Oh, pour les raisons habituelles, dit Ivy avec désinvolture. Elle me trouvait frivole, trop flamboyant pour le village. Elle détestait que je joue à Londres. Elle a dit un jour que mon rire sonnait continental. Peu importe ce que cela voulait dire. L'inspecteur tapota son stylo. Elle semblait aussi croire que vous aviez une sorte d'arrangement, un contrat, peut-être du chantage. À cela, Ivy s'immobilisa. « C'est ridicule, dit-elle lentement, c'est ridicule. Mais ce n'est pas faux ?» Le menton d'Ivy se releva. « Je n'ai jamais fait chanter personne. Lady Agnès a mal compris quelque chose. J'avais prêté de l'argent à sa nièce il y a des années, pour l'école d'art. Elle m'a remboursé tranquillement. Et c'était tout. Lady Agnès n'a jamais approuvé les ambitions de sa nièce. Elle a supposé qu'il y avait un scandale là où il n'y en avait pas. » Miss Marple leva les yeux de son livre avec une expression de léger intérêt. « Et le message ?» a demandé Caldwell. « Une idée de qui aurait pu l'écrire ?»« Non, dit rapidement Ivy. Mais si vous me demandez, cela aurait pu être n'importe qui. La moitié du club la craignait. L'autre moitié la détestait. Quand Ivy partit, son parfum persista dans la pièce comme un fantôme. Caldwell se tourna vers Miss Marple. « Qu'en penses-tu » ?« Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'Ivy Langridge est bien plus intelligente qu'elle ne le laisse entendre. Et aussi, pas aussi théâtrale quand elle est vraiment effrayée. Signification ? Elle était très douée pour mimer la détresse, lorsque nous avons découvert le corps pour la première fois. Mais maintenant, en privé, le masque a glissé. Sa colère transparaît. Caldwell hocha sombrement la tête, ce qui nous amène à Miss Colville. Edith Colville arriva 10 minutes plus tard, ses chaussures pratiques claquant sur le parquet. Elle s'est assise bien droite, les mains jointes, sans chichi, sans larmes. « Mademoiselle Colville. » Commença Caldwell. « Vous travaillez à la poste depuis près de 20 ans, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit-elle. Depuis avant le décès de mon père. Et pendant cette période, vous avez eu accès à une quantité considérable d'informations, lettres, télégrammes, colis. J'ai toujours été discrète, dit-elle. Mon casier est vierge. D'après le journal de Lady Agnès, dit Caldwell, vous étiez soupçonné d'une fraude au timbre en 1947. Pouvez-vous expliquer? Edith se raidit. C'était absurde. Il manquait une feuille de monument commémoratif. Ils sont arrivés une semaine plus tard, mal classés dans le grand livre. Mais Lady Agnès ne l'a jamais lâché. Pourquoi entretiendrait-elle les soupçons? Parce qu'elle aimait avoir quelque chose sur moi, dit Edith d'une voix plate. Elle appelait cela l'assurance morale. Elle disait qu'il valait mieux savoir où se trouvaient les fissures des gens. Elle m'a dit un jour, « Nous sommes tous de la porcelaine, ma chère. Ce sont les fractures capillaires qui décident comment nous cassons. » L'inspecteur Caldwell fit une pause. « Vous a-t-elle déjà menacé avec cette information ?» Elle n'était pas obligée. Tout le monde savait qu'elle gardait des dossiers sur nous. Elle ne disait jamais rien d'emblée, il suffisait de laisser des indices. Un commentaire oblique, un regard pointu. C'était sa façon de garder le contrôle. Et la note? Auriez-vous pu l'écrire? Je ne perdrai pas mon temps, dit brusquement Edith. Si j'avais quelque chose à lui dire, je l'aurais dit clairement. Caldwell hocha la tête. Merci.
Une fois Edith partie, Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit un petit carnet. C'est curieux, n'est-ce pas? Comment tous deux parlent de Lady Agnès de la même manière, une collectionneuse de faiblesses. Elle ressemble moins à une victime qu'à une cible, marmonna Caldwell. Et pourtant, dit pensivement Miss Marple, on ne peut s'empêcher de se demander. Quelqu'un a-t-il écrit cette note par haine ou par peur? L'inspecteur fronça les sourcils. Il y a autre chose. Crick, le majordome, a rapporté avoir vu une silhouette se faufiler dans la véranda la veille du déjeuner. Il a supposé qu'il s'agissait du jardinier, mais le jardinier le nie. Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. Un personnage du conservatoire? Petit, rapide, ne laisse aucune trace. Elle y réfléchit un instant. Alors, peut-être que... La note a été placée la nuit précédente, ce qui signifierait que l'auteur voulait qu'elle soit découverte avec le reste du message lorsque le club se réunirait. Une performance très délibérée. Et ce journal, ce sera la perte de... Quelqu'un, dit doucement Miss Marple. Dehors, le soleil s'était caché derrière les nuages. Un vent remuait les hortensias près de la terrasse. Quelque part dans le village, un téléphone sonna sans réponse. Et dans les salons, comme dans les cuisines, deux noms portèrent désormais un poids qu'ils n'avaient jamais porté auparavant. Ivy, Langridge, Edith Colville, un glamour égardé. L'autre, respectueux et tranquillement irrité. Chacun avait une cause. Chacun avait une opportunité. Mais un seul, Miss Marple en était certaine, avait la volonté de tuer. Mardi matin, une bruine persistante avait commencé à tomber sur Marbury-on-the-Hill, le genre de pluie fine et soyeuse qui s'accrochait aux haies et donnait même aux jardins les plus ensoleillés un voile grisonnant. À St. Mildred, les bancs n'étaient qu'à moitié remplis pour les prières du matin, l'absence de Lady Agnès projetant encore une longue ombre malgré les formalités de routine et de révérence. Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, sa broderie à la main, la radio murmurant doucement un quatuor à cordes en arrière-plan. Sa tasse de thé intacte était devenue tiède. Bien qu'en apparence absorbé par la couture d'une gerbe de prime-vert, son esprit revenait encore et encore à un détail si petit, si périphérique, qui avait commencé à la démanger, comme un fil de laine sur la nuque. C'est quelque chose qu'Edith Colville avait dit dans l'interview de la veille. Elle m'a dit un jour, « Nous sommes tous en porcelaine, ma chère. Ce sont les fractures capillaires qui décident de la façon dont nous nous cassons. » Une tournure de phrase étrange et trop poétique pour l'exactitude brève habituelle de Lady Agnès. Miss Marple se souvenait de la femme comme étant directe, énergique et utilitaire dans son langage. Quelque chose n'allait pas. Soit Lady Agnès était devenue inhabituellement philosophique, soit quelqu'un d'autre lui attribuait des mots qu'elle n'avait pas prononcés. Miss Marple se leva et se dirigea vers sa bibliothèque, sélectionnant un mince volume. Réflexion sur la discipline et la discrétion, un livre auquel elle se souvient que Lady Agnès avait contribué à un comité local des femmes près de 2 décennies auparavant. Elle feuilleta l'index jusqu'à trouver un passage sur la responsabilité morale dans le service communautaire. Ses yeux se plissèrent. L'ordre n'est pas maintenu en exposant les péchés, mais en rappelant aux gens que vous vous en souvenez. Cela ressemblait davantage à Lady Agnès qu'elle connaissait. Alors, qui avait parlé de porcelaine? Ce moment, Cherry entra avec le courrier et un journal roula sous son bras. « Il y a plus dans le Gazette, Miss Marple, » dit-elle en le plaçant à côté du thé. « Ils disent que le journal est envoyé au bureau du coroner. Et cet inspecteur Caldwell est toujours concentré sur cette femme Langridge. » Miss Marple déplia le papier et le parcourut rapidement. La majeure partie de l'article n'était que spéculation, bien intentionnée mais mal informée. Mais là, enfoui dans le dernier paragraphe, quelque chose a attiré son attention. Des sources locales confirment que feu Lady Agnès avait récemment écrit à un avocat de Hallam pour demander une révision urgente de son testament en désignant « un nouveau bénéficiaire ». Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. « Un nouveau bénéficiaire, n'est-ce pas ?»
Elle attrapa son bloc-notes et écrivit 2 noms dans son écriture précise en boucle. Ivy Langridge, Edith Colville. Puis en dessous d'eux un 3e nom. Imogen Barrington, l'ex-nièce de Lady Agnès, l'artiste en herbe dont Ivy avait brièvement parlé. Celui qu'Agnès avait désapprouvé selon les rumeurs du village. Pourquoi Lady Agnès, une femme aux valeurs rigides et au contrôle strict, changerait-elle soudainement son testament? À moins qu'elle n'ait vécu une sorte de changement dans sa loyauté ou découvert quelque chose qui la poussait à agir. Elle plia le papier et sortit dans l'air humide du matin. Sa destination était la maison de Dame Agnès, un manoir en pierre avec des haies bien taillées et un chemin bordé de soucis, maintenant penché sous la brume. Le chalet avait été scellé par les autorités, mais avec le consentement de l'inspecteur Caldwell et un discret signe de tête de l'agent Green, Mademoiselle Marple avait la permission de revisiter les lieux au cas où des informations supplémentaires sur la situation intérieure pourraient s'avérer utiles. À l'intérieur, les pièces sont restées intactes, bien que froides, comme les maisons le deviennent rapidement une fois leur maîtresse partie. Miss Marple se déplaçait lentement dans le salon, sa canne tapant doucement, ses yeux absorbant les subtilités. Une pile de mots croisés intacts depuis vendredi, une paire de gants posés précisément sur le buffet et une liste de téléphones épinglée à côté du calendrier de la salle avec le nom Langridge Ivy, 3 juin, Fleur, souligné au crayon bleu. Elle fit une pause. Fleur, le 3 juin était encore dans près d'1 mois. Miss Marple souleva soigneusement les gants et découvrit un petit carnet en dessous, non pas le fameux journal, mais un mince carnet de notes au format de poche. À l'intérieur se trouvaient des notes de course, des rappels de course et une liste des tâches du Belladonna Club. Une entrée s'est démarquée. Parler à Ivy concernant la lettre de confession, jeudi matin. Son souffle se coupa légèrement. Lettre d'aveu, c'était une créature très différente de la note menaçante qu'ils avaient déjà trouvée. Aurait-il pu y avoir une autre lettre, non pas destinée à Lady Agnès, mais émanant de quelqu'un d'autre? Miss Marple vérifia la date. Le déjeuner de jeudi était le jour de la mort de Lady Agnès, quelle que soit la référence à cette lettre d'aveu. Lady Agnès avait prévu d'en discuter en privé avec Ivy quelques heures seulement avant sa mort. Mais où était-il? Elle se dirigea vers le bureau et ouvrit doucement les tiroirs. Plusieurs détenaient la correspondance du club et les feuilles de dépenses. L'une contenait des recettes extraites d'anciens numéros de la dame. Mais c'étaient l'étroit compartiment situé sous le buvard qui révélait quelque chose de tout à fait inattendu. Une enveloppe pressée, non marquée, non scellée, et vieillie sur les bords, comme si elle avait été manipulée plusieurs fois. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée, tapée. Aucune signature, mais les mots jaillirent. Ce qui s'est passé en 1952 n'était pas entièrement de ma faute. J'étais jeune. Nous étions tous imprudents. Je n'ai jamais voulu que cela se termine comme cela s'est produit. Si vous choisissez d'exposer la vérité maintenant, je ne vous gênerai pas, mais j'ai dû l'écrire au moins une fois pour ma propre paix. Ce n'était pas signé. Mais le langage était tremblant, de regret, vulnérable. Un ton tout à fait différent de la froide menace de l'autre note. Miss Marple le lut 2 fois, puis le remit dans l'enveloppe et dans son sac à main. C'était un autre type d'indice, celui qui ne désignait pas la méchanceté, mais la honte. Et si Lady Agnès avait reçu une telle lettre avant le déjeuner, cela pourrait expliquer son agitation encore mieux que la menace anonyme. Quelqu'un aurait-il pu découvrir l'existence de cette lettre et craindre la suite, alors qu'elle sortait? La bruine s'était transformée en un rideau de pluie constante. Miss Marple ouvrit son parapluie, l'esprit tourmenté. Elle avait besoin de reparler à Ivy, mais avec délicatesse. Pas par une accusation directe, mais par la manière dont on lève doucement une tasse de thé pour regarder en dessous, comme si on examinait le motif à la recherche de fissures. De retour au cottage d'Ivy Langridge, l'ancienne soprano était assise près du feu avec un roman sur ses genoux et une couverture drapée sur ses genoux.
Elle leva les yeux, surprise. « Mademoiselle Marple, oh mon Dieu, ce n'est pas une autre tragédie, n'est-ce pas ?»« Non, non, » dit gentiment Miss Marple, « juste la curiosité d'une vieille femme. J'organisais mes propres correspondances, et j'ai pensé à quelque chose que Lady Agnès m'a mentionné il y a des semaines. Elle a dit que vous aviez connu autrefois sa nièce, Imogen. » Ivy cligna des yeux, momentanément sur ses gardes. « Oui, brièvement. Elle est restée avec moi un été pendant qu'elle étudiait le portrait. Pourquoi? Seulement que Lady Agnès n'a jamais semblé l'aimer. Et pourtant, récemment, j'ai compris qu'elle a changé son testament. Vraiment? » Les sourcils d'Ivy se haussèrent. Cela ne ressemble pas à Agnès, à moins que... Sa voix s'éteignit. Sauf si... Eh bien, dit lentement Ivy, j'avais entendu dire qu'elle se sentait coupable, à propos de la façon dont les choses se sont passées entre eux. Et avez-vous été surpris, demanda doucement Miss Marple, de recevoir une note d'elle, vous convoquant pour parler jeudi matin? À cela, Ivy se figea. Une lueur de quelque chose passa sur son visage. Je n'ai jamais dit « Non, vous ne l'avez pas fait », dit doucement Miss Marple, sa voix comme de la soie. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. La pluie battait régulièrement contre les fenêtres à carreaux de diamant de la maison d'Ivy Langridge, alors que Miss Marple était assise d'un air sérieux en face de l'ancienne soprano, son parapluie posé sur un support en osier à côté de la porte. Ivy, visiblement perturbée, avait plié et déplié le coin de sa couverture à plusieurs reprises depuis la subtile implication de Miss Marple à propos de la lettre du jeudi matin. Le feu crépitait entre eux, mais la pièce était devenue étrangement froide. « Je n'ai jamais parlé d'avoir été convoquée, » répéta Ivy, la voix plus basse désormais. « Êtes-vous certain de ne pas avoir été mal informé ?» Miss Marple sourit doucement. « Tout à fait certain, c'est une chose curieuse, la mémoire. Elle ramène des détails que nous n'avions pas l'intention de dire à haute voix. Un lapsus par-ci, une phrase oubliée par-là. » Elle se pencha légèrement, en avant, d'un ton doux mais implacable. Il y avait une autre lettre, n'est-ce pas? Une deuxième. Pas la note menaçante trouvée dans la main de Lady Agnès, mais une autre, dactylographiée, non signée, pleine de remords. Elle avait prévu d'en discuter avec vous avant le déjeuner. Ivy détourna le regard, les traits pincés. Pendant un instant, elle parut plus petite, comme si le poids du souvenir la pressait vers le bas. « Elle n'en a jamais eu l'occasion, » dit-elle finalement. « Je suis arrivée en retard. Elle voulait parler en privé, mais alors que le déjeuner commençait et que les autres étaient déjà rassemblés sur la terrasse, elle m'a jeté un regard comme pour dire « Nous parlerons plus tard ». Mais plus tard, elle n'est jamais venue. Vous a-t-elle dit qui a écrit la lettre? Elle n'en avait pas besoin, dit Ivy, presque pour elle-même. J'ai reconnu la langue. C'était Edith. Miss Marple pencha légèrement la tête. Tu es sûr? Oui, dit Ivy plus fermement maintenant. Cela avait sa retenue, sa culpabilité, son besoin de se décharger sans l'avouer pleinement. Je suppose que je l'avais toujours su, mais le voir là écrit le rendait indéniable. Tu sais quoi précisément? Ivy hésita. Ses mains, ornées de fines bagues serties de bijoux, tremblaient légèrement. Il y a des années, en 1952, c'était une affaire de club, avant mon arrivée à Marbury, mais j'en ai entendu parler par l'intermédiaire de Lady Agnès. Il y a eu un désaccord sur les fonds, une campagne de charité communautaire, un détournement, vraiment. Une petite somme, mais cela a fait beaucoup de bruit parmi les membres les plus âgés. Lady Agnès soupçonnait Edith, mais ne l'a jamais prouvé. Et Edith? Eh bien, elle a enterré la vérité, jusqu'à présent, apparemment. Les yeux de Miss Marple s'assombrirent de réflexion. Cela expliquerait son amertume, sa distance. Vivre avec une honte tranquille, surtout celle connue de quelqu'un comme Lady Agnès, pourrait devenir corrosif. Elle vivait dans la peur d'être exposée, murmura Ivy. Et Lady Agnès, quelles que soient ses bonnes intentions, a utilisé cette peur pour la contrôler. Avez-vous parlé de la lettre à quelqu'un? Non, je ne voulais pas faire bouger les choses davantage. Les yeux d'Ivy s'embuèrent. Je pensais, peut-être bêtement, qu'avec le départ d'Agnès, cela disparaîtrait dans le passé. Mais
Maintenant j'ai l'impression que cela nous poursuit à nouveau. Miss Marple offrit un léger sourire, presque maternel. Le passé a tendance à persister, Miss Langridge, surtout quand il n'a pas été correctement mis au repos. Elle se leva, avec grâce, et récupéra son parapluie. « Merci pour votre honnêteté, » dit-elle. Cela pourrait s'avérer important. Alors qu'elle reculait dans l'après-midi gris, le vent la rencontra comme un murmure aigu. La pluie tambourinait sur les toits et transformait la terre du jardin en épaisse plaque de boue. Mais dans l'esprit de Miss Marple, les pièces du puzzle commençaient à prendre leur forme. Toujours dispersées, oui, mais pas aléatoires. Plus tard dans la journée, elle rendit visite à l'inspecteur Caldwell au Belladonna Club, où il avait pris ses fonctions temporairement au milieu d'un assortiment de bric-à-brac et de compositions florales qui traînaient encore du déjeuner. Elle a admis avoir eu connaissance de la deuxième lettre, dit doucement Miss Marple en se réchauffant les mains près de la cheminée. Je pense qu'Edith Colville l'a écrit. Une confession d'un incident longtemps enfoui impliquant des fonds caritatifs. Caldwell s'appuya contre le dossier du fauteuil. Cela conviendrait. Le nom de Colville est apparu dans le journal avec une note de « soupçon de fraude ». Aucune date, cependant. Je crois que la lettre et les entrées du journal font référence au même événement. Et si Edith craignait d'être exposée, surtout si publiquement au club, elle a peut-être paniqué. Caldwell se frotta le menton. Cela ajoute un motif, mais il n'y a aucune preuve qu'elle a écrit la note menaçante. Non, acquiesça Miss Marple. Mais peut-être avons-nous examiné les notes de manière isolée, alors que nous devrions les considérer comme faisant partie d'une conversation. Caldwell cligna des yeux. Une conversation? Une lettre était pleine de regrets. L'autre était agressive, cruelle, un équilibre de ton trop discordant pour provenir de la même plume. Peut-être qu'une lettre était un rameau d'olivier et l'autre une épée. Vous pensez que deux personnes ont envoyé deux lettres? Oui, dit Miss Marple. La lettre d'aveu d'Edith et la menace de quelqu'un qui voulait effrayer Lady Agnès, peut-être même la pousser à réagir. Caldwell s'assit en avant. Pousse-la comment? Les yeux de Miss Marple brillaient. Imaginez que quelqu'un veuille sa mort, mais pas de sa main. Quelqu'un qui savait que Lady Agnès avait une constitution faible ou pourrait être poussée à la détresse. Si cette personne avait eu connaissance de la lettre d'aveu, elle aurait peut-être ajouté la sienne, une menace anonyme, pour assurer une pression maximale. Caldwell émit un petit sifflement. La note menaçante n'était donc pas seulement malveillante, elle était calculée, psychologique. Miss Marple hocha la tête, et celui qui l'a écrit devait connaître à la fois la vérité et le moment choisi. Plus tard dans la soirée, alors que la pluie cédait finalement la place à un silence nuageux, Miss Marple fit une dernière visite, cette fois au bureau de poste. Edith Colville se tenait derrière le comptoir, triant les colis avec une précision mécanique. « Miss Marple, » dit-elle sans enthousiasme, « quelque chose pour lequel je peux vous aider ?»« Pas d'aide, chérie, » dit agréablement Miss Marple. « Je me demandais simplement, as-tu déjà appris à taper à la machine ?» Les mains d'Edith s'arrêtèrent. « Bien sûr, j'ai suivi une formation de bureau avant la guerre. Pourquoi ?»« Oh, juste une curiosité, » dit Miss Marple d'un ton léger. « J'imagine que peu de gens ici savent comment faire. La lettre de confession que Lady Agnès a reçue a été dactylographiée, voyez-vous. » Un silence tomba. Le visage d'Edith n'a pas changé, mais sa posture a changé. Juste un petit changement. Un repli sur soi. « Ce n'était pas moi, » dit-elle, doucement. « Je n'ai pas écrit cette menace. J'ai écrit autre chose. Une lettre. Oui. Mais ce n'était pas cruel. » Miss Marple ne dit rien. Je pensais que si elle savait que j'avais des remords, elle pourrait me pardonner, ou du moins laisser tomber. Mais je ne l'ai pas menacée. Miss Marple pencha la tête. « Tu sais, Edith, il y a un vieil adage que j'ai entendu un jour de la part d'un missionnaire en Jamaïque. Ce n'est pas toujours la main qui écrit la lettre qui provoque la mort. Parfois, c'est celui qui veille à ce que la lettre soit lue précisément au mauvais moment.
Edith leva les yeux, surprise. Miss Marple sourit doucement. « Je pense que quelqu'un a utilisé votre honnêteté pour masquer ses intentions. » Le soleil a percé les nuages pour la première fois en 3 jours mercredi matin, envoyant de doux rayons dorés sur les ardoises de Marbury-on-the-Hill et transformant les ruelles flaques d'eau en mosaïques scintillantes. Mais même le changement joyeux du temps n'a pas amélioré l'ambiance dans le village. Trop de questions sans réponse restaient accrochées aux haies et aux tasses de thé. La mort de Lady Agnès, bien qu'officiellement considérée comme une enquête inexpliquée en cours, était maintenant discrètement qualifiée par beaucoup de meurtres. Ces mots n'étaient bien sûr jamais prononcés à haute voix, pas dans une société polie, mais murmurés avec ferveur dans les cuisines, les allées des églises et chez les marchands de légumes. Miss Marple, cependant, en était à un autre stade de son enquête. Elle ne se demandait plus si un acte criminel avait eu lieu. Elle se concentrait désormais sur comment, par qui, et peut-être le plus intrigant, pourquoi maintenant. Après son appel au bureau de poste en fin d'après-midi et l'aveu discret d'Edith Colville concernant la lettre de remords, Miss Marple avait fait une promenade solitaire devant le terrain de cricket et dans le chemin boisé derrière le Belladonna Club. C'est ici, sous les grands sycomores abrités, que ses pensées commencèrent à s'installer dans quelque chose de proche, de la clarté. Quelqu'un avait utilisé la lettre d'Edith comme tremplin, quelqu'un qui savait que Lady Agnès l'avait reçue, quelqu'un qui recherchait sa réaction pour être public, et surtout, quelqu'un qui avait beaucoup à gagner de sa mort subite. Ce quelqu'un, pensait Miss Marple, était plus proche que quiconque ne le soupçonnait. Elle réfléchissait encore à ses pensées lorsque le téléphone sonna dans son cottage le lendemain matin. C'était l'inspecteur Caldwell. « Miss Marple, » dit-il d'une voix tendue, « il y a eu une effraction. » Ses doigts se resserrèrent autour du récepteur. « Où ?» ?»« Chez Lady Agnès. »« Mais c'est étrange. Rien ne semble volé, seulement dérangé. Et un objet, étrangement, a été restitué. La maison avait été scellée depuis la précédente visite de Miss Marple, le gendarme Green s'y rendant 2 fois par jour. Et pourtant, entre mardi soir et mercredi matin, quelqu'un était entré, probablement avec un double de clé. Lorsque Miss Marple arriva, l'inspecteur était déjà dans le salon, fronçant les sourcils devant une petite boîte en bois soigneusement posée sur le bureau. Cela, dit-il, n'était pas là hier. Miss Marple s'avança. La boîte était sans fioriture et fermée à clé par un petit loquet en laiton. Caldwell l'ouvrit avec précaution pour révéler son contenu. Un collier de perles d'eau douce, légèrement jaunies avec le temps. Une photographie fragile d'une jeune femme en tenue d'équitation et surtout une 2e lettre dactylographiée. Celui-ci était plus court, plié hermétiquement et ne portant aucune salutation. Miss Marple le souleva avec des doigts gantés. Elle a dit qu'elle nous exposerait tous les deux. Je l'ai prévenue. Mais je n'ai jamais eu l'intention d'aller aussi loin. Je voulais seulement son silence. Je ne savais pas qu'elle avait un cœur faible. Caldwell expira par le nez. Une seconde confession ou une tentative de rejeter la faute. Plutôt un leurre, dit doucement Miss Marple. Cela contredit tout ce que nous savons. Cette lettre admet une intention, mais commodément pas de culpabilité. Caldwell l'a étudiée. Vous pensez qu'il est planté? Oui. Si le véritable tueur craignait d'être découvert, quelle meilleure façon de brouiller les pistes que d'introduire un nouveau suspect? Un suspect suffisamment vague pour impliquer presque tout le monde. Mais pourquoi le laisser maintenant? Miss Marple tapota le couvercle de la boîte. Parce que le tueur sait que les murs se referment. La panique peut conduire au théâtre. Elle regarda de nouveau le contenu. Les perles, la photographie. « Reconnaissez-vous la femme sur la photo ?» a demandé Caldwell. « Je crois qu'il s'agit de Lady Agnès âgée d'une 20aine d'années. Les perles appartenaient à sa mère. Elle en a parlé un jour lors d'une conférence de la Guilde des femmes. Des objets étranges à retourner. À moins que l'intrus ne veuille nous faire croire qu'il avait des remords. » Caldwell croisa les bras. Qui connaissait le journal, la lettre de confession et le moment du déjeuner? « Ivy Langridge, » dit Miss Marple sans hésitation. «
Et peut-être Imogen Barrington. Imogen? Il cligna des yeux. Mais elle n'est même pas au village. Non, acquiesça Miss Marple. Mais elle a été mentionnée 2 fois maintenant. Une fois dans le calendrier de Lady Agnès pour de futures fiançailles, et une autre fois comme héritière possible. Cela suggère un contact, voire une présence. Le front de Caldwell se plissa. Nous devons la localiser. Miss Marple hocha la tête. Mais en attendant, je suggère que nous examinions de plus près le comportement d'Ivy Langridge depuis le déjeuner. Elle prétend qu'elle est arrivée en retard. Elle prétend avoir vu la note dans la main de Lady Agnès, mais pas la remise de celle-ci. Elle était également au courant de la confession avant que quiconque ne l'admette. Vous pensez qu'elle a écrit la lettre de menace? Ou elle a facilité sa délivrance? Elle a du charme, de l'accès et des motivations. Si Lady Agnès avait changé son testament pour exclure Ivy en faveur d'Imogen, elle aurait tout à perdre. Cet après-midi-là, Miss Marple se dirigea de nouveau vers les jardins du club. Ivy était là, taillant les roses avec des mains gantées, son chapeau projetant une ombre élégante sur son visage. « Miss Marple, » dit-elle, comme si elle l'attendait. « Je suppose que l'inspecteur vous a parlé de ce qu'on appelle le cambriolage. »« Oui, » dit agréablement Miss Marple. « C'est curieux, n'est-ce pas? Les gens ont tendance à prendre chose lors d'un cambriolage. Ne les rend pas. Ivy coupa délicatement une tige. Je suppose que quelqu'un voulait apaiser sa conscience. Miss Marple s'approcha. Vous avez un don pour interpréter les actions. Il doit bien vous servir au théâtre. Ivy n'a pas répondu. Après une pause, Miss Marple poursuivit. Dites-moi, est-ce que Lady Agnès jamais te montrait la volonté qu'elle a changée? La main d'Ivy s'arrêta au milieu du pruneau. Non, dit-elle d'un ton neutre. Elle a dit qu'elle était considérant changement, qu'elle parlerait à son avocat à Hallam. J'ai supposé que cela impliquait Imogen. Je vois. Et est-ce que ça vous a dérangé? Ivy posa les cisailles. J'ai essayé de ne pas le faire, dit-elle après un long silence. Agnès et moi, nous avions une amitié compliquée. J'admirais sa force, mais elle désapprouvait presque tout chez moi. Elle qualifiait mes performances d'impudiques. Pourtant, nous partagions quelque chose de plus profond. Nous comprenions le contrôle, et peut-être sa perte. Dit doucement Miss Marple à Ivy, leva les yeux et croisa son regard. Elle ne méritait pas de mourir, murmura Ivy. Mais elle était cruelle. Elle pensait que connaître les secrets de chacun lui donnait le droit de dicter notre façon de vivre. Miss Marple fit un léger signe de tête. Et tu en avais marre d'être dirigée. J'en avais marre d'être regardée. Une brise remuait les pétales de rose entre eux. Au bout d'un moment, Miss Marple dit doucement « Ivy, si quelqu'un utilisait vos connaissances, votre présence, votre routine pour remettre ce message en votre nom, à votre insu, seriez-vous capable de le reconnaître ?» Pour la première fois, Ivy parut véritablement déconcertée. « Je ne sais pas. Peut-être. Je suppose que ce serait quelqu'un qui était à proximité ce jour-là. Quelqu'un que nous n'avons pas interrogé de près. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent. « Oui, » murmura-t-elle. « Quelqu'un qui était toujours à proximité. Invisible pour la plupart. » Le vent changea de direction et un pétale flotta jusqu'au sol. Miss Marple se tourna pour partir. Derrière elle, Ivy Langridge se tenait figée parmi les roses. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, son tricot intact sur ses genoux. La lampe près de son coude projetait une lueur chaleureuse sur le plateau à thé, la tasse en porcelaine à côté d'elle refroidie depuis longtemps. Elle réfléchissait, non pas paresseusement, mais avec l'intensité calme et concentrée de quelqu'un qui reconstitue les derniers carrés d'un délicat patchwork. Le modèle était là, les morceaux étaient là. Seules les coutures sont restées. Son regard se tourna vers le feu alors qu'elle revoyait les événements une fois de plus. La lettre de menace n'était pas simplement conçue pour déstabiliser Lady Agnès, elle était chronométrée, mise en scène et orchestrée. Les fractions supposées n'étaient pas un cambriolage,
mais une performance, une mauvaise direction qui a commodément introduit une deuxième confession, probablement fabriquée de toutes pièces pour obscurcir l'enquête, et Ivy Langridge, intelligent, passionné et fier, peut-être même vengeur, mais pas. Miss Marple le croyait désormais, le meurtrier. Elle en savait probablement plus qu'elle ne l'admettait. Mais son ressentiment envers Lady Agnès était émotionnel et non meurtrier. Elle avait été utilisée, ou plus précisément, encadrée par quelqu'un qui a compris comment faire en sorte que la culpabilité s'accroche à ceux dont on se méfiait déjà. Ce qui a amené Miss Marple à considérer le joueur le plus négligé de toute cette affaire, Crick le majordome. Il était invisible par conception, un incontournable de la maison de Lady Agnès, toujours présent mais rarement reconnu. Sa déclaration selon laquelle le bac à courrier avait été laissé sans surveillance pendant une courte période avait été acceptée trop rapidement, trop commodément. Et les mots précédents d'Ivy résonnaient maintenant « quelqu'un » qui était toujours à proximité, invisible pour la plupart. Miss Marple prit son carnet et dans son scénario minutieux commença à écrire la séquence des événements, non pas tels qu'ils lui avaient été racontés, mais tels qu'ils auraient dû se produire si Crick était l'orchestrateur. Crick récupère le message. 2. Le bac à courrier est laissé sans surveillance. 3. La note menaçante apparaît. 4. Lady Agnès reçoit la note, visiblement alarmée. 5. Elle meurt quelques instants plus tard. 6. Une deuxième note, pleine de culpabilité, mais non signée, est plantée après sa mort. 7. Une prétendue effraction se produit, mais rien n'est pris. Une boîte est renvoyée, avec des preuves conçues pour paraître accidentelles. C'était en fait trop soigné, trop bien organisé pour être spontané. Elle attrapa le téléphone et appela l'inspecteur Caldwell. « Inspecteur, dit-elle quand. Il répondit « Puis-je vous demander de me rejoindre au Belladonna Club demain après-midi? J'aimerais mener une petite, expérience sociale. » Caldwell, qui avait depuis longtemps remis en question son intuition, a simplement dit « À quelle heure ?» Le lendemain, sous un ciel chargé de nuages printaniers et d'odeurs de terre humide, Miss Marple arriva au Belladonna Club juste avant 2 heures. La pièce avait été aménagée avec soin. Une table pour le thé, un plateau de lettres, quelques exemplaires pliés de la Gazette de Marbury, et sur un buffet, un plateau en argent familier. L'inspecteur Caldwell se tenait près de la cheminée, les bras croisés, tandis qu'Ivy Langridge, Edith Colville et Madame Aldersley avaient toutes été invitées sous le couvert d'une dernière réunion pour honorer la mémoire de Lady Agnès. Crick servit le thé avec son élégance mécanique habituelle. Son gilet gris précis, ses gants impeccables. Pas une seule fois il ne croisa le regard de Miss Marple. « Mesdames, » commença doucement Miss Marple, « merci d'être venues. Comme, vous le savez, Lady Agnès n'était pas seulement un pilier de notre communauté, mais une femme qui portait de nombreux secrets. Et comme nous l'avons tous appris récemment, les secrets ont tendance à faire pression sur le cœur de manière inattendue. » Un léger bruissement parcourut le groupe. Continua Miss Marple, les yeux rivés sur son tricot comme si elle ne s'adressait à personne en particulier. J'ai souvent pensé que lorsqu'une personne cherche à causer de la détresse plutôt que du mal physique, la méthode choisie est souvent subtile. Un mot, un regard, un mot au mauvais moment, elle sirota son thé. Par exemple, laisser une lettre privée là où elle pourrait se trouver dans la mauvaise entreprise, comme dans un plateau en argent. Disons celui-là. Elle montra doucement le plateau. Crick, debout près de la porte, ne bougea pas, mais la voix de Miss Marple se fit légèrement plus aiguë. Mais voyez-vous, il n'y avait personne dans cette maison qui connaissait les routines de Lady Agnès aussi bien que la personne qui préparait sa table. Qui lui apportait ses pantoufles à 7 heures précises? Qui prenait sa correspondance chaque matin et savait quelle lettre elle a ouverte en premier? La pièce était devenue très calme. La main de Crick se contracta légèrement, mais il resta immobile. Miss Marple posa sa tasse avec un léger tintement.
Ce n'est pas Miss Langridge qui a placé la note menaçante dans le plateau, ni Miss Colville, ni aucun membre du club. L'écriture, après tout, n'était pas du tout manuscrite. Elle était tapée, sur la même machine à écrire trouvée dans le bureau de Lady Agnès. Une machine à écrire accessible uniquement au personnel de maison. Et une seule personne savait où Lady Agnès gardait ses fournitures d'écriture de rechange et ses clés. La voix de Crick, quand elle se fit entendre, était douce. Elle a dit qu'elle me nommerait dans le journal. Tout le monde se retourna. Elle avait écrit que j'avais volé du cirage à argent pendant la guerre, a-t-il déclaré, une accusation stupide et mesquine. J'ai travaillé pour sa famille pendant 26 ans. Je n'ai jamais touché. 15 centimes. Miss Marple hocha doucement la tête. Mais l'accusation est restée dans ce petit livre, un livre qu'elle utilisait non pas pour punir, mais pour contrôle. Et quand vous avez entendu Ivy parler de la lettre de confession, quand vous avez réalisé que Lady Agnès pourrait bientôt réévaluer son héritage, peut-être même montrer aux autres ce qu'elle avait écrit, vous avez paniqué. Je voulais seulement lui faire peur. Marmonna Crick. Je n'aurais jamais pensé. Elle n'était pas censée, mais vous saviez qu'elle avait un cœur faible, l'interrompit doucement Miss Marple. Vous l'avez servie tous les jours. Vous connaissiez les comprimés d'ordonnance. Sur sa coiffeuse. Vous saviez quand elle était le plus vulnérable, et vous comptiez dessus. Caldwell s'avança, la voix ferme désormais. Monsieur Crick, vous êtes soupçonné d'homicide involontaire résultant d'une action psychologique coercitive avec intention de menacer. Crick baissa les yeux. Elle m'a fait me sentir petit, pendant des années. Elle me rappelait toujours que j'avais de la chance d'avoir ce travail, que je ne serais rien sans elle. Peut-être qu'elle avait raison. Miss Marple regarda l'inspecteur l'escorter doucement hors de la pièce. Ivy Langridge restait assise dans un silence stupéfait. Les épaules d'Edith Colville s'étaient visiblement détendues pour la première fois depuis des jours. Madame Aldersley versa doucement une autre tasse de thé. Personne ne parla pendant plusieurs instants. Puis Miss Marple se tourna vers la fenêtre. « Contrôle », dit-elle doucement. C'était le fil conducteur de tout. Certains l'ont utilisé par peur, d'autres par fierté. Mais c'est sa perte, aux mains d'un serviteur discret, qui a finalement défait toute la tapisserie. Elle regarda la pelouse où les premières roses avaient recommencé à fleurir. Et sur ce, elle reprit son tricot. La nouvelle de l'arrestation discrète de Crick s'est répandue dans Marbury-on-the-Hill comme des ondulations sur un étang. Subtiles, mais implacables. Il n'y a eu aucune annonce publique, aucun titre dans le Gazette, mais au moment où le soleil se couchait ce même jour, presque tout le monde dans le village avait entendu quelque chose. Au salon de thé, les murmures remplaçaient les cuillères à café tintantes. Chez l'épicier, même Madame Snipe, d'habitude ravie par le drame, parlait d'un ton tamisé. Il y avait quelque chose dans la nature du crime qui refroidissait même les bavards les plus aguerris. Ce n'était pas un acte de rage ou de passion, cela avait été froid, délibéré et terriblement silencieux. Un meurtre non pas au couteau ou au poison, mais par la peur et la manipulation. Miss Marple, qui soupçonnait depuis longtemps que la vérité ne résiderait pas dans le drame, mais dans l'ordinaire, un moment négligé, une routine familière, avait regardé la situation se dérouler avec une tranquille résignation. Il n'a jamais été satisfaisant de découvrir de telles choses. Il n'y avait aucun triomphe à voir un serviteur de confiance de longue date, emmené menotté, la tête baissée, son avenir anéanti par son propre désespoir. Pourtant, quelque chose la déstabilisait encore. Les pièces étaient bien ajustées, parfaitement égales, mais comme une manche bien raccommodée cousue par une main trop soignée, la résolution était venue avec une tension qui laissait Miss Marple légèrement mal à l'aise. Le lendemain matin, alors qu'elle était assise à couper les feuilles mortes de ses géraniums, Cherry entra avec une fine lettre. « Le courrier vient d'arriver. Celui-ci vient du bureau de l'avocat de Hallam, semble-t-il. » Miss Marple le prit avec une légère curiosité, ouvrit l'enveloppe et en parcourut une seule page.
Tandis qu'elle lisait, ses yeux se plissèrent, puis s'écarquillèrent. Mon Dieu! Elle se leva brusquement, la lettre tremblant légèrement entre ses doigts. « Qu'y a-t-il, Miss Marple ?» Miss Marple ne répondit pas au début, puis elle attrapa son manteau et ses gants. « Chérie, voudriez-vous me chérir et me chercher l'adresse de Miss Imogen Barrington à Londres? Je crois qu'elle se trouve dans mon ancien dossier de correspondance. Vous allez chez l'avocat? Oui. Et après ça, le Belladonna Club. Je crois que le dernier nœud vient de se défaire. Miss Marple a rencontré Monsieur Chalmers, l'avocat de feu Lady Agnès, dans son bureau situé au 2e étage d'un étroit immeuble en pierre au-dessus de la pharmacie. C'était un homme exigeant avec des cheveux blancs clairsemés et des lunettes qui faisaient apparaître ses yeux perpétuellement surpris. « Oui, Miss Marple, nous avons reçu une demande de Lady Agnès il y a 15 jours, confirma-t-il. Elle nous a demandé de réviser son testament. Elle a été très claire. Elle avait l'intention de remplacer sa nièce Imogen Barrington comme bénéficiaire par Miss Ivy Langridge. « Ivy Langridge ?» répéta lentement Miss Marple. « Oui, plutôt surprenant, ai-je pensé. Mais elle a insisté. Elle a déclaré que Miss Langridge avait surmonté les tempêtes avec grâce et avait gagné sa loyauté. Elle a dit qu'elle avait commencé à voir la différence entre la sincérité et le conformisme. Les pensées de Miss Marple s'affluèrent. Ainsi, l'hypothèse défendue par presque tout le monde à Marbury-on-the-Hill, à savoir que Lady Agnès était déshéritée Ivy, avait été faux. Elle a fait la demande par téléphone, a ajouté M. Chalmers, et a donné suite à un projet écrit. Mais la signature officielle n'avait pas encore eu lieu au moment de son décès. Miss Marple se leva lentement. Et est-ce que quelqu'un d'autre a eu accès à ces connaissances auparavant? Je ne peux pas le dire. Mais le document lui-même se trouvait dans son dossier personnel, récupéré seulement après son décès. Miss Marple hocha la tête, le remercia, et sortit dans l'air clair de Hallam High Street, avec ses gants bien serrés dans une main. Tout avait changé. En milieu d'après-midi, Miss Marple était de retour au Belladonna Club, où l'inspecteur Caldwell examinait le contenu de la 2e lettre, celle revenue, lors du prétendu cambriolage. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Miss Marple, qu'est-ce qui vous a ramené si tôt? »« Je suis arrivée avec quelque chose d'assez important, » dit-elle. « Je crois que Crick est innocent. » Caldwell se raidit. « Je suis désolé. » « Pas entièrement innocent, a-t-elle amendé. Il a fait placer la lettre de menace dans le plateau en argent, mais il l'a fait sur instruction de quelqu'un d'autre. » Caldwell plissa les yeux. « Êtes-vous en train de suggérer qu'il a été contraint? »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Manipulé. Et je crois que la personne qui l'a manipulé a également caché la 2e note, la confession fabriquée, et organisé les fractions. Quelqu'un qui connaissait Lady Agnès mieux qu'il ne le laissait entendre. Quelqu'un avec suffisamment de présence pour jouer la victime. Et le bienfaiteur. Elle s'écarta alors que la porte s'ouvrait à nouveau. Ivy Langridge entra, vêtue d'une écharpe vert jade et de son sourire habituel, charmant et contrôlé. « Mademoiselle Langridge, » dit Miss Marple, « je parlais justement des derniers développements avec l'inspecteur Caldwell. Vous trouverez peut-être cela instructif. » Ivy hésita légèrement, puis s'avança avec son aplomb habituel. « Oh, Lady Agnès ne vous a pas retiré de son testament, » dit calmement Miss Marple. « En fait, elle venait tout juste de vous nommer son héritier principal. Les documents étaient en attente. Pour la première fois, le masque d'Ivy craqua. « Ce n'est pas possible. Elle détestait moi. » Miss Marple s'approcha. « Elle a changé d'avis, et vous le saviez. Elle vous en a parlé jeudi matin, juste avant le déjeuner, n'est-ce pas? Ivy hésita. « Je ne me souviens pas. » Elle vous a remis le brouillon révisé. Vous l'avez probablement détruit. Parce que si elle mourait avant c'était signé, tu n'as rien hérité. Mais si vous vous assurez qu'il est signé, votre motivation disparaît. » Caldwell se tourna brusquement. « Vous dites qu'elle savait elle avait été nommée et elle a choisi d'agir? »
Elle a tout arrangé, a déclaré Miss Marple. La note menaçante. Elle a demandé à Crick de la remettre, sachant que Lady Agnès réagirait. Elle savait qu'Edith avait envoyé la lettre de remords et l'avait exploitée, prédisant l'impact émotionnel. Puis, lorsque Lady Agnès est décédée d'un arrêt cardiaque, déclenché par le stress, Ivy a vu sa chance. Ivy Langridge resta figée. Vous avez déposé la deuxième lettre lors de votre visite 2 jours plus tard, a poursuivi Miss Marple. Une effraction organisée, en utilisant une clé de rechange qui vous avait été donnée il y a des années et que vous n'aviez jamais rendue. Vous avez placé les perles et la photo pour paraître sentimentaux. Vous avez même tapé la deuxième lettre sur la même machine, en utilisant des phrases neutres destinées à brouiller la chronologie. « Ivy Langridge, dit brusquement Caldwell, vous êtes en état d'arrestation parce qu'elle est soupçonnée de meurtre par manipulation psychologique délibérée dans l'intention de tirer profit d'une mort. » La voix d'Ivy, quand elle se fit entendre, n'était pas suppliante mais résignée. « Elle m'a humiliée pendant des années, dit-elle, les yeux brillants. Elle m'a traité de honteux, de vulgaire. Je n'ai jamais voulu la tuer. Je la voulais juste, effrayée, juste une fois, pour savoir ce que ça faisait. » Miss Marple baissa les yeux. « Et à la fin, elle vous a donné ce que vous aviez toujours voulu, sa confiance. »« Mais pas assez vite, » murmura Ivy. « Pas assez tôt pour changer quoi que ce soit. » Caldwell a appelé le gendarme. Ivy Langridge s'en alla tranquillement. Lorsqu'elle fut partie, l'inspecteur se tourna vers Miss Marple. « Une fois de plus, dit-il, vous aviez 2 longueurs d'avance. »« Non, » murmura Miss Marple. « Juste un demi-pas en retard sur la nature humaine, comme toujours. Les semaines qui ont suivi l'arrestation d'Ivy Langridge se sont déroulées dans un ton feutré et avec une sorte de politesse suspendue à Marbury-on-the-Hill. Le village, si habitué au rythme lent des haies, des pots de marmelade et des concours de fleurs, avait été irrévocablement modifié, même si, comme pour tous les changements de ce type dans les villages anglais, il portait son chagrin sous des couches de convenance bordées de dentelles et de thé de l'après-midi. Le Belladonna Club a temporairement suspendu ses réunions par respect et pour reconsidérer son cadre constitutionnel, selon Madame Aldersley, qui s'est retrouvée poussée dans le rôle de présidente par intérim, avec un mélange d'anxiété et de détermination réticente. Une petite plaque en laiton a été discrètement installée sous l'arche de glycine qui disait « À la mémoire de Lady Agnès Barrington, pour l'ordre, la tradition et la dignité. » Certains villageois ont trouvé cela touchant. D'autres ont chuchoté que ces mots ressemblaient à plus à des accusations qu'à des éloges. Miss Marple, cependant, n'a pas assisté au thé commémoratif. Au lieu de cela, elle a passé cet après-midi tranquillement à entretenir son jardin, coupant les premières digitales et transplantant des delphiniums près du bord du chemin. Cherry l'observa à travers la fenêtre de la cuisine pendant un moment avant de sortir, une question lui démangeant les lèvres. « Mademoiselle Marple, s'aventura-t-elle. Puis-je demander quelque chose ? » « Bien sûr, chérie. » Cherry hésita, puis dit « Pourquoi a-t-elle fait ça ? Miss Langridge, je veux dire. Elle était sur le point d'être nommée dans le testament, n'est-ce pas ?» Miss Marple, toujours accroupie dans le parterre de fleurs, hocha la tête sans lever les yeux. « Oui, et elle le savait. Alors pourquoi ? Parce que la colère, dit doucement Miss Marple, n'est pas toujours adoucie par la récompense. Ivy voulait le pouvoir, oui, mais ce qu'elle voulait encore plus, c'était justification. Elle ne voulait pas simplement hériter de l'argent. Elle voulait que Lady Agnès admette qu'elle l'avait mal jugée. Mais le changement de testament, bien que sincère, est arrivé trop tard pour Ivy. Elle ne pouvait pas y faire confiance. Et l'idée qu'elle pourrait encore être refusée, ce vieux ressentiment a consumé son meilleur jugement. Cherry bougea sur ses pieds. Alors elle lui a fait peur, à tel point que cela l'a tuée. Une cruauté calculée, a reconnu Miss Marple. Intelligemment exécutée. Elle a utilisé Crick comme outil. Elle a utilisé la lettre d'Edith pour masquer ses intentions.
et quand Lady Agnès est décédée, Ivy a essayé de dissiper les soupçons, d'abord en aidant Edith, puis en insérant cette deuxième note et en jouant le rôle de la compagne en deuil. Cerise fronça les sourcils. Mais Crick n'était-il pas toujours coupable de l'avoir aidé? Il était complice, oui, mais il n'avait aucune idée du résultat. Il croyait qu'il lançait un avertissement, un bluff pour effrayer Lady Agnès, et la pousser à détruire finalement le petit journal qu'elle tenait. Le courrier vient d'arriver. Celui-ci vient du bureau de l'avocat de Hallam, semble-t-il. Miss Marple le prit avec une légère curiosité, ouvrit l'enveloppe et en parcourut une seule page. Tandis qu'elle lisait, ses yeux se plissèrent, puis s'écarquillèrent. Mon Dieu! Elle se leva brusquement, la lettre tremblant légèrement entre ses doigts. « Qu'y a-t-il, Miss Marple ?» Miss Marple ne répondit pas au début, puis elle attrapa son manteau et ses gants. « Chérie, voudriez-vous me chérir et me chercher l'adresse de Miss Imogen Barrington à Londres? Je crois qu'elle se trouve dans mon ancien dossier de correspondance. Vous allez chez l'avocat? Oui. Et après ça, le Belladonna Club. Je crois que le dernier nœud vient de se défaire. Miss Marple a rencontré M. Chalmers, l'avocat de feu Lady Agnès, dans son bureau situé au 2e étage d'un étroit immeuble en pierre au-dessus de la pharmacie. C'était un homme exigeant avec des cheveux blancs clairsemés et des lunettes qui faisaient apparaître ses yeux perpétuellement surpris. « Oui, Miss Marple, nous avons reçu une demande de Lady Agnès il y a 15 jours, confirma-t-il. Elle nous a demandé de réviser son testament. Elle a été très claire. Elle avait l'intention de remplacer sa nièce Imogen Barrington comme bénéficiaire par Miss Ivy Langridge. « Ivy Langridge ?» répéta lentement Miss Marple. « Oui, plutôt surprenant, ai-je pensé. Mais elle a insisté. Elle a déclaré que Miss Langridge avait surmonté les tempêtes avec grâce et avait gagné sa loyauté. Elle a dit qu'elle avait commencé à voir la différence entre la sincérité et le conformisme. Les pensées de Miss Marple s'affluèrent. Ainsi, l'hypothèse défendue par presque tout le monde à Marbury-on-the-Hill, à savoir que Lady Agnès était déshéritée Ivy, avait été faux. Elle a fait la demande par téléphone, a ajouté M. Chalmers, et a donné suite à un projet écrit. Mais la signature officielle n'avait pas encore eu lieu au moment de son décès. Miss Marple se leva lentement. « Et est-ce que quelqu'un d'autre a eu accès à ces connaissances auparavant? Je ne peux pas le dire. Mais le document lui-même se trouvait dans son dossier personnel, récupéré seulement après son décès. » Miss Marple hocha la tête, le remercia, et sortit dans l'air clair de Hallam High Street, avec ses gants bien serrés dans une main. Tout avait changé. En milieu d'après-midi, Miss Marple était de retour au Belladonna Club, où l'inspecteur Caldwell examinait le contenu de la deuxième lettre, celle revenue, lors du prétendu cambriolage. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Miss Marple, qu'est-ce qui vous a ramené si tôt? »« Je suis arrivée avec quelque chose d'assez important, » dit-elle. « Je crois que Crick est innocent. » Caldwell se raidit. « Je suis désolé? »« Pas entièrement innocent, a-t-elle amendé. Il a fait placer la lettre de menace dans le plateau en argent, mais il l'a fait sur instruction de quelqu'un d'autre. » Caldwell plissa les yeux. « Êtes-vous en train de suggérer qu'il a été contraint? »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Manipulé. Et je crois que la personne qui l'a manipulé a également caché la deuxième note, la confession fabriquée, et organisé les fractions. Quelqu'un qui connaissait Lady Agnès mieux qu'il ne le laissait entendre. Quelqu'un avec suffisamment de présence pour jouer la victime. Et le bienfaiteur. » Elle s'écarta alors que la porte s'ouvrait à nouveau. Ivy Langridge entra, vêtue d'une écharpe vert jade et de son sourire habituel, charmant et contrôlé. « Mademoiselle Langridge, » dit Miss Marple, « je parlais justement des derniers développements avec l'inspecteur Caldwell. Vous trouverez peut-être cela instructif. » Ivy hésita légèrement, puis s'avança avec son aplomb habituel. « Oh, Lady Agnès ne vous a pas retiré de son testament, » dit calmement Miss Marple. « En fait, elle venait tout juste de vous nommer son héritier principal. Les documents étaient en attente.
Pour la première fois, le masque d'Ivy craqua. « Ce n'est pas possible. Elle détestait moi. » Miss Marple s'approcha. « Elle a changé d'avis, et vous le saviez. Elle vous en a parlé jeudi matin, juste avant le déjeuner, n'est-ce pas? » Ivy hésita. « Je ne me souviens pas. » Elle vous a remis le brouillon révisé. Vous l'avez probablement détruit. Parce que si elle mourait avant c'était signé, tu n'as rien hérité. Mais si vous vous assurez qu'il est signé, votre motivation disparaît. Caldwell se tourna brusquement. Vous dites qu'elle savait elle avait été nommée et elle a choisi d'agir? Elle a tout arrangé, a déclaré Miss Marple. La note menaçante. Elle a demandé à Crick de la remettre, sachant que Lady Agnès réagirait. Elle savait qu'Edith avait envoyé la lettre de remords et l'avait exploitée, prédisant l'impact émotionnel. Puis, lorsque Lady Agnès est décédée d'un arrêt cardiaque, déclenché par le stress, Ivy a vu sa chance. Ivy Langridge resta figée. Vous avez déposé la deuxième lettre lors de votre visite 2 jours plus tard, a poursuivi Miss Marple. Une effraction organisée, en utilisant une clé de rechange qui vous avait été donnée il y a des années et que vous n'aviez jamais rendue. Vous avez placé les perles et la photo pour paraître sentimentaux. Vous avez même tapé la deuxième lettre sur la même machine, en utilisant des phrases neutres destinées à brouiller la chronologie. « Ivy Langridge, » dit brusquement Caldwell, « vous êtes en état d'arrestation parce qu'elle est soupçonnée de meurtre par manipulation psychologique délibérée dans l'intention de tirer profit d'une mort. » La voix d'Ivy, quand elle se fit entendre, n'était pas suppliante mais résignée. « Elle m'a humiliée pendant des années, » dit-elle, les yeux brillants. « Elle m'a traité de honteux, de vulgaire. Je n'ai jamais voulu la tuer. Je la voulais juste, effrayée, juste une fois, pour savoir ce que ça faisait. » Miss Marple baissa les yeux. « Et à la fin, elle vous a donné ce que vous aviez toujours voulu, sa confiance. »« Mais pas assez vite, » murmura Ivy. « Pas assez tôt pour changer quoi que ce soit. » Caldwell a appelé le gendarme. Ivy Langridge s'en alla tranquillement. Lorsqu'elle fut partie, l'inspecteur se tourna vers Miss Marple. « Une fois de plus, dit-il, vous aviez 2 longueurs d'avance. »« Non, » murmura Miss Marple. « Juste un demi-pas en retard sur la nature humaine, comme toujours. Les semaines qui ont suivi l'arrestation d'Ivy Langridge se sont déroulées dans un ton feutré et avec une sorte de politesse suspendue à Marbury-on-the-Hill. Le village, si habitué au rythme lent des haies, des pots de marmelade et des concours de fleurs, avait été irrévocablement modifié, même si, comme pour tous les changements de ce type dans les villages anglais, il portait son chagrin sous des couches de convenance bordées de dentelles et de thé de l'après-midi. Le Belladonna Club a temporairement suspendu ses réunions par respect et pour reconsidérer son cadre constitutionnel, selon Madame Aldersley, qui s'est retrouvée poussée dans le rôle de présidente par intérim, avec un mélange d'anxiété et de détermination réticente. Une petite plaque en laiton a été discrètement installée sous l'arche de glycine qui disait « À la mémoire de Lady Agnès Barrington, pour l'ordre, la tradition et la dignité. » Certains villageois ont trouvé cela touchant. D'autres ont chuchoté que ces mots ressemblaient plus à des accusations qu'à des éloges. Miss Marple, cependant, n'a pas assisté au thé commémoratif. Au lieu de cela, elle a passé cet après-midi tranquillement à entretenir son jardin, coupant les premières digitales et transplantant des delphiniums près du bord du chemin. Cherry l'observa à travers la fenêtre de la cuisine pendant un moment avant de sortir, une question lui démangeant les lèvres. « Mademoiselle Marple, s'aventura-t-elle. Puis-je demander quelque chose? »« Bien sûr, chérie. » Cherry hésita, puis dit « Pourquoi a-t-elle fait ça? Miss Langridge, je veux dire. Elle était sur le point d'être nommée dans le testament, n'est-ce pas ?» Miss Marple, toujours accroupie dans le parterre de fleurs, hocha la tête sans lever les yeux. « Oui, et elle le savait. Alors pourquoi? » « Parce que la colère, dit doucement Miss Marple, n'est pas toujours adoucie par la récompense.
Ivy voulait le pouvoir, oui, mais ce qu'elle voulait encore plus, c'était justification. Elle ne voulait pas simplement hériter de l'argent. Elle voulait que Lady Agnès admette qu'elle l'avait mal jugée. Mais le changement de testament, bien que sincère, est arrivé trop tard pour Ivy. Elle ne pouvait pas y faire confiance. Et l'idée qu'elle pourrait encore être refusée, ce vieux ressentiment a consumé son meilleur jugement. Cherry bougea sur ses pieds. Alors elle lui a fait peur, à tel point que cela l'a tuée. Une cruauté calculée, a reconnu Miss Marple. Intelligemment exécutée. Elle a utilisé Crick comme outil. Elle a utilisé la lettre d'Edith pour masquer ses intentions. Et quand Lady Agnès est décédée, Ivy a essayé de dissiper les soupçons, d'abord en aidant Edith, puis en insérant cette deuxième note et en jouant le rôle de la compagne en deuil. Cerise fronça les sourcils. Mais Crick n'était-il pas toujours coupable de l'avoir aidé? Il était complice, oui, mais il n'avait aucune idée du résultat. Il croyait qu'il lançait un avertissement, un bluff pour effrayer Lady Agnès, et la pousser à détruire finalement le petit journal qu'elle tenait. Miss Marple se redressa et épousseta ses gants. Mais Lady Agnès, toujours aussi têtue, ne se laisserait jamais faire chanter, et dans sa détresse, son cœur lui a fait défaut. Ils restèrent silencieux un moment, la brise bruissant dans la lavande. Elle contrôlait tellement de gens, murmura Cherry, conserver des secrets comme des trophées. Et à la fin, dit doucement Miss Marple, elle a été détruite non pas par ses secrets eux-mêmes, mais par la douleur qu'ils avaient laissée derrière eux. Ce soir-là, Miss Marple retourna à son bureau et ouvrit son petit journal personnel. Elle parcourut les pages remplies de listes de courses et de citations de sermons jusqu'à ce qu'elle atteigne une page vierge. Avec précaution, de sa main gracieuse et bouclée, elle écrivit « La douleur de savoir, la douleur d'être connue, les deux peuvent être des armes lorsqu'elles sont tenues sans compassion. » Lady Agnès détenait un savoir sans chaleur. Ivy cherchait la reconnaissance sans humilité, et Crick, le pauvre, cherchait simplement à survivre. Il n'y a pas de fins bien rangées, seulement des fins humaines. Elle ferma le livre et posa un moment ses doigts sur la couverture en cuir avant de prendre son tricot. Pendant ce temps, dans tout le village, les rythmes habituels commençaient à reprendre. Edith Colville est revenue au bureau de poste la tête plus haute qu'auparavant. Même si la lettre de remords qu'elle avait écrite avait déclenché une chaîne d'événements tragiques, son nom avait été discrètement blanchi. Le témoignage de Miss Marple avait été discret mais puissant, confirmant qu'Edith avait fait une tentative sincère de jugement moral et non de manipulation. Et pour la première fois depuis des années, Edith traversait le village sans le poids invisible des soupçons sur ses épaules. Crick, après sa libération, a complètement démissionné du service domestique. Il a quitté Marbury tranquillement et a été vu pour la dernière fois montant à bord d'un train à la gare de Hallam avec une seule valise et sans adresse de réexpédition. Certains ont dit qu'il était allé vivre chez un cousin dans le Devon. D'autres pensaient qu'il avait simplement disparu, cherchant la paix dans l'anonymat. Le Belladonna Club s'est réformé un mois plus tard avec des règles révisées, des déjeuners plus légers et une interdiction des dossiers personnels non autorisés conservés par les membres ou les dirigeants. La nouvelle présidente, Madame Aldersley, a insisté sur des votes trimestriels et une responsabilité partagée, afin qu'aucune voix ne puisse avoir trop d'influence. Quant à Ivy Langridge, elle attendait son procès dans une maison d'arrêt pour femmes près de Salisbury. Les villageois ne prononçaient pas souvent son nom, mais quand ils le faisaient, c'était avec un étrange mélange de pitié et de fascination. Beaucoup se souviennent encore de son rire éclatant et de ses foulards audacieux. Moins de personnes se souvenaient désormais de ses chansons. Seule Miss Marple a compris toute la tragédie. Un matin, peu de temps après la reprise du club, une lettre arriva au courrier de Miss Marple, adressée d'une écriture élégante mais discrète. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres et un programme plié du dernier concert d'Ivy à Londres, daté d'il y a 10 ans.
La lettre disait « Vous m'avez vu avec gentillesse, pas avec cruauté. C'est un cadeau rare. J'ai déjà chanté devant des salles bondées, et pourtant je ne me suis jamais senti plus vu que dans ton silence. Je n'attends pas de pardon, mais je suis reconnaissant d'avoir été compris. » Et Miss Marple rangea le message dans un tiroir qu'elle ouvrait rarement, pas pour le secret, mais pour le souvenir. Ce dimanche-là, les cloches de Saint Mildred sonnèrent à leur rythme agréable habituel. L'air sentait le lilas et la terre humide. Le service était simple, les hymnes familiers. Mais quelque chose avait changé dans la congrégation. Une attention peut-être aux vérités discrètes qui se cachent derrière des visages calmes. Et tandis que Miss Marple sortait dans la lumière du matin, un parasol dans une main et un livre de cantiques dans l'autre, elle jeta un nouveau coup d'œil au Belladonna Club de l'autre côté du green. Beau, mystérieux et juste un peu venimeux. Elle rentra chez elle à pied en pensant, comme elle le faisait souvent, non, pas aux criminels mais aux gens, de regret et de fierté, du silence et des choses terribles qu'il peut cacher, et combien les conspirations les plus dangereuses ne sont pas celles élaborées dans des pièces enfumées, mais celles qui sont écrites dans les marges de la mémoire, dans le calme et dans l'intimité.